suite, nous revenons sur la disparition de la petite Liana. Aurait-elle pu être évitée? L'État a-t-il failli dans la protection des enfants? On en parle avec notre invité, le capitaine de gendarmerie Marc Rolland. Et vous aussi, chers auditeurs d'Europe 1, vous nous appelez. Vous êtes nombreux et nombreuses à réagir sur ce sujet depuis hier au 01 80 20 39 21. Oh oui, absolument, beaucoup de réactions. Appelez-nous pour nous donner votre avis. On en parle depuis quelques jours. Ça fait 7 jours, 6-7 jours que la petite Liana a disparu. Et la question qu'on se pose ce midi à 12h17 sur Europe 1, c'est est-ce que l'État a failli? Est-ce que ça aurait pu être évité? Et nous sommes en ligne avec Marc Rolland, qui est capitaine de gendarmerie. Vous qui êtes capitaine de gendarmerie, qui êtes habitué à ces enquêtes, vous dites que non, l'État n'a pas failli, mais j'ai du mal à vous croire. Expliquez-moi, mon cher Marc Rolland, sur Europe 1. Je crois surtout que ce triste fait divers, cette affaire dramatique nous rappelle de manière assez brutale, assez spontanée, toute la lourdeur de la procédure judiciaire en France, à la fois dans sa complexité liée à ce millefeuille du code de procédure pénale et au volume du contentieux judiciaire. Je pense que c'est malheureusement l'exemple d'un état des lieux judiciaire en France aujourd'hui en 2026. Et c'est surtout cela qui complique l'exécution fluide, régulière de la procédure en général. Marc Rolland, j'entends bien ce que vous dites, mais est-ce que, en vous taquinant un petit peu, ce n'est pas se cacher derrière ces lourdeurs administratives? Écoutez, il me semble qu'une enquête administrative est menée et est en diligence actuellement auprès des services concernés, qu'ils soient judiciaires ou au titre des unités d'investigation de proximité. En cela, s'il y a une erreur dans le rendu de la qualité de service public, il y aura forcément des mesures correctives et voire même des mesures répressives d'un point de vue disciplinaire. Mais en cela, ayant une expérience relativement marquée sur le contentieux judiciaire, bien qu'on ne soit pas à l'abri d'une erreur individuelle en termes de gestion, je ne suis pas surpris par l'élongation temporelle de ce dossier. Oui, parce qu'au bout du bout, c'est quand même effectivement une famille détruite depuis une semaine, une petite fille qui a disparu, d'autres petites filles qui ont été aussi détruites sur le passage, le chemin de ce Jérôme B, 41 ans, qui est en ce moment placé en détention, si j'ai bien compris. Marc Rolland, vous qui êtes spécialiste justement de toutes ces enquêtes, comment est-ce qu'au quotidien on peut effectivement subir cette lourdeur de procédure judiciaire dont vous parlez? On a tellement voulu garantir les droits de la défense, une procédure pénale irréprochable, qu'aujourd'hui, chaque action est soumise à la direction et à l'avalisation par un magistrat du parquet ou un magistrat de l'instruction. Et à chaque étape importante, en stratégie, en opportunité, ou dès lors qu'il y a des frais à engager, vous avez obligation de contacter le magistrat en référence au titre de procédure, le parquet pour les enquêtes de flagrance ou préliminaires, le juge d'instruction en cas de commission rogatoire. Et c'est autant d'obstacles dans la fluidité d'investigation, puisque ces magistrats sont eux-mêmes surchargés dans leur quotidien et les joindre parfois pour des décisions futiles, en tout cas obligatoires, vous perdez 8 jours, 15 jours. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu changer? Par exemple, dans le dossier Marc Rolland, qu'est-ce qui aurait pu être évité? Qu'est-ce qui aurait pu être changé pour qu'on puisse arrêter cet homme beaucoup plus tôt? Marc Rolland, capitaine de gendarmerie, en direct sur Europe 1. Oui, voyez-vous, la procureure a dit avec justesse que l'interpellation de ce suspect était programmée et ce n'est pas parce qu'en surface, il n'y a rien d'ostensible qu'il ne se passe rien dans la procédure. Il y a assurément des actes d'investigation qui nous échappent, qui sont couvertes par le secret de l'enquête, qui est une enquête écrite, secrète et non contradictoire. Et en cela, il faut laisser mûrir le dossier pour abonder un maximum d'éléments matériels et pour éviter précisément ces 2 classements sans suite antérieurs qui témoignent effectivement de l'absence de preuves matérielles suffisantes pour le renvoyer devant une audience criminelle. Laisser mûrir un dossier, attendre avant l'interpellation du suspect qui était programmé. Mais Marc Rolland, capitaine de gendarmerie sur Europe 1, lorsqu'on entend cette petite fille de 7 ans qui a subi des lésions entre septembre et mai, plusieurs mois où elle avait été justement la proie
de cet homme, a priori, selon les informations qui ont été recueillies. Tout le monde se demande aujourd'hui pourquoi attendre au bout du bout de l'enquête pour pouvoir arriver à cette interpellation, alors que pendant ce temps-là, il y a encore des victimes. Pendant ce temps-là, l'enfant est encore en train de souffrir. Pendant ce temps-là, on n'écoute pas la parole de l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire, Marc Rolland ? La parole de l'enfant, elle est entendue, elle est consignée en procédure avec toute la rigueur nécessaire, mais pour éviter une nouvelle fois un quitus judiciaire par un classement sans suite, une troisième procédure qui partirait, je dirais, dans les méandres d'un tribunal au titre d'un classement sans suite, il convient quand même de laisser construire un dossier suffisamment audible pour pouvoir permettre, d'une part, une interpellation et une garde à vue, et hypothétiquement un renvoi devant une audience criminelle le cas échéant. Ça met du temps, effectivement, c'est un dossier sensible, mais je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas de s'attarder sur la polémique, mais c'est surtout de retrouver Rihanna, et tous les efforts de mes camarades actuellement sur le terrain ou dans l'ombre au titre de l'enquête judiciaire sont majeurs, et ils sont déterminés à trouver et à découvrir la manifestation de la vérité. Merci beaucoup Marc Rolland, capitaine de gendarmerie en direct sur Europe 1. C'est vrai qu'on n'est pas dans la polémique pour la polémique, on est à la place des parents, à la place de cette petite maman, à la place de toutes ces petites mamans qui envoient leurs enfants à des soirées pyjama, à la place de toutes ces petites filles qui se disent « j'espère moi ne pas être la prochaine victime ». Jean-Pierre Bouchard, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes criminologue et psychologue. Quel regard vous portez ce matin sur cette affaire tentaculaire, sur cet homme qui est en ce moment silencieux, qui ne dit plus rien. On ne sait rien de Liana, si elle est en vie, si elle est morte, si elle a disparu, si elle a été tuée ou pas. Et toutes les interrogations restent comme ça sans réponse. Quel regard vous portez? Jean-Pierre Bouchard, criminologue et psychologue sur Europe 1. Alors pour l'instant, on n'a pas de... Bonjour d'abord. Pour l'instant, on n'a pas d'informations complètes, mais ce qu'on a est suffisant pour penser qu'on est sur un profil assez connu, ou du moins qui devrait l'être des magistrats pénaux, des enquêteurs, etc. Puisqu'on a quelqu'un qui semble avoir manifesté une attraction importante envers les enfants, les mineurs, mais notamment les enfants, les petites filles, une attraction pédophilique, peut-être une attraction pédocriminelle, ça doit être démontré évidemment. Pour l'instant, les éléments révélés sont très classiques, sont connus. Quelqu'un qui paraît affable et inséré socialement en façade et qui, par derrière, manifeste une attraction répétée donc, pour ses enfants. Alors tout ça doit être évidemment confirmé. Je ne méconnais pas la présomption d'innocence. Il faut en tenir compte, évidemment. Mais là, il y a quand même une direction assez précise qui se dessine. Souvent, dans ces affaires criminelles, dans ces affaires, on va dire, si elles sont récidivantes ou possiblement récidivantes, les enquêtes efficaces, les instructions efficaces, rapides, sont extrêmement importantes parce que tout le monde comprendra que quelqu'un qui est potentiellement récidiviste, si on lui laisse du temps pour récidiver, il peut récidiver et ça fait des victimes supplémentaires, des victimes directes, des victimes indirectes que sont les familles, les parents, les amis, etc., etc. Donc, en fait, il faut prendre tout ça de façon globale. Et je pense que au-delà de l'enquête judiciaire qui va être menée, et on ne doute pas qu'elle soit sérieuse sur cette affaire maintenant qu'elle est déclenchée, voilà, il serait intéressant qu'une enquête beaucoup plus large pour comprendre ce qui s'est passé dans la riposte judiciaire qui n'a pas été immédiate. Oui, on marque une pause. Jean-Pierre Bouchard, criminologue et psychologue en direct sur Europe 1. On revient avec vous. Gabriel Cluzel a des questions à vous poser. Nous allons revenir sur cette question et on vous la posera à Jean-Pierre Bouchard, à vous aussi, criminologue, psychologue. Est-ce que l'État a failli dans la protection des enfants? Est-ce que l'État a failli dans ce dossier de la disparition de la petite Liana, cet enfant de 11 ans? Appelez-nous au standard sur Europe 1 pour aussi nous donner votre avis. Christine Kelly et vous.
Nous sommes en train de parler de la disparition de la petite Liana. Est-ce que l'État a failli? Est-ce que cette disparition aurait pu être évitée? Qu'est-ce qui aurait pu être évité en amont? Plus on déroule le fil, plus on découvre des victimes et plus on découvre aussi avec stupéfaction ce midi cette disparition aurait pu être évitée. Plus on découvre avec stupéfaction qu'il y a des petites filles qui ont été victimes de cet homme et qu'au bout du bout, qui les a protégés? Nous sommes en ligne avec Jean-Pierre Bouchard et je vous demandais juste avant de la pause, est-ce que l'État a failli selon vous? Alors moi je ne suis pas en mesure de répondre à cette question dans la mesure où je suis extérieur au dossier d'une part, d'autre part c'est pas mon rôle, mais il y a des interrogations qui se posent. Beaucoup de gens se posent les mêmes interrogations, donc je pense que ce qui est important c'est qu'il y ait une enquête sérieuse qui soit faite sur cette affaire et voir justement s'il y a des responsabilités qui sont engagées. Et s'il y a des responsabilités qui sont engagées, évidemment, il faut que les conséquences soient prises en fonction de ces responsabilités. Donc, je n'ose pas imaginer que cette enquête sur ce qui s'est passé ne soit pas menée. C'est l'intérêt général, évidemment, et c'est l'intérêt plus particulier des victimes. Vous êtes criminologue et psychologue, vous êtes en direct sur Europe 1. Gabriel Cluzel vous interroge. Oui, moi je vais avoir une question qui me taraude. Est-ce que des profils de ce type sont récupérables? Parce que, pardon, je me souviens de Michel Fourniret qui avait obtenu une réduction de peine. Alors lui, il avait été condamné, évidemment, mais il avait obtenu une réduction de peine pour comportement exemplaire. Vous disiez que ce genre d'individu a un comportement affable, donne une façade sociale. Mais c'est vrai qu'on se demande, finalement, une fois qu'il est condamné, ce qui va advenir. Enfin, pour des parents, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude pour la société. D'abord, il faut rappeler que les condamnations pénales servent avant tout à punir. Et que la réadaptation sociale, etc., enfin, discours bien connu, ne se pose qu'au terme de la peine. Donc, nous n'en sommes pas du tout là. Alors, ce que je peux dire sur la première partie de votre question, c'est que dès que la libido est en jeu, et qu'on laisse, ou du moins que la personne a la possibilité de s'installer dans ce type de dérive et de commission d'infractions récidivantes, et si elle n'est pas interrompue, évidemment, elle se renforce là-dedans et il y a des risques de passage à l'acte de plus en plus nombreux parce que la personne se souvient du plaisir qu'elle a pris à ça. Parce que n'oublions pas que le moteur principal, c'est le plaisir érotique qui est trouvé là-dedans pour l'auteur potentiel. C'est-à-dire qu'il passe souvent du fantasme, ce qui lui fait plaisir à l'imaginaire, là, jusque-là il n'y a pas de problème. C'est pour ceux qui vont se mettre à passer à l'acte réellement que le problème émerge, et émerge notamment pour les victimes potentielles et les victimes réelles. Donc oui, on sait qu'il y a un taux de risque de récidive qui d'ailleurs pas scientifiquement estimé, mais quand on est un professionnel de terrain, on sait que ce risque est important et qu'il ne faut pas le sous-estimer et que prendre des mesures hâtives de réduction de peine et ce genre de choses, c'est toujours une prise de risque importante pour les victimes potentielles. Parce qu'en général, ces gens se tiennent à carreau en prison. Ils ne posent pas de problème de comportement majeur. Et donc, se baser que sur ça, c'est sous-estimer le risque potentiel. Alors, Géraldine Amont a une question. Non, je comprenais, j'étais d'accord exactement. Et sur le fait que lorsqu'ils sortent après, qu'est-ce qui se passe? Parce que, effectivement, Jean-Pierre Bouchard, vous êtes criminologue, vous êtes sexologue, et vous dites effectivement que si la personne n'est pas interrompue, c'est pédocriminel, la personne se renforce. Si elle est interrompue, elle est en prison, vous dites qu'elle se comporte bien en prison, et après? C'est à moi que la question est posée? Oui. Eh bien, écoutez, après il y a le terme normal de l'incarcération et de la peine effectuée totalement. Donc ça, c'est la logique. Mais il y a aussi la possibilité qu'il y ait des réductions de peine. Et des réductions de peine qui soient accordées sur des critères d'insertion possible, sur des critères de bon comportement en prison, etc. Mais encore une fois, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, le problème, il n'est pas là. Il est au niveau de l'orientation de la libido. Et c'est ça le problème. Et ces gens-là, pour la plupart, sont capables d'avoir une façade sociale correcte en prison ou avant la prison, et c'est ce qui leur permet, entre autres, de passer à l'acte
en deçà de la façade sociale, et sont des gens qui sont tout à fait normaux sur le plan intellectuel, tout à fait normaux sur le plan... ils ne présentent pas de pathologie mentale, ils sont tout à fait responsables et archi-responsables sur le plan pénal. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui présentent des critères de dangerosité importants quand ils sont dans ce genre de parcours. Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard, criminologue et psychologue, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Et on va continuer à interroger Oméra Sellier, qui est présidente de l'association Innocence en danger. D'abord, peut-être une réflexion, Gabriel Cluzel, avec ce qu'on a entendu, avec à la fois Jean-Pierre Bouchard, criminologue, psychologue, à la fois aussi le capitaine de gendarmerie, Marc Rolland, qu'on a entendu. Selon vous, l'État a-t-il failli ? Non, écoutez, moi je trouve que ça commence à faire beaucoup. Pardon, moi je ne sais pas si effectivement à chaque étape il y a eu des gens, il y a eu une impéritie, une idéologie ou beaucoup de surcharge de travail ou les trois. Parce que c'est vrai, quelqu'un qui travaille dans un tribunal près de chez moi me disait mais tu sais, il y a des juges formidables, mais tous les jours il y a des problèmes d'organisation, c'est du grand n'importe quoi. Soit, je veux bien l'entendre, mais je trouve que le périscolaire, cette affaire de cette petite fille, pour ne parler que des derniers jours, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et moi, pour terminer, je voulais juste te dire, je me souviens de ces paroles du général Schmitt, dont la fille avait été assassinée, Anne-Lorraine, par un récidiviste en matière de délinquance sexuelle, qui avait dit, j'étais allée voir à l'époque la ministre de la Justice, Christiane Taubira, j'avais senti que c'était pas son sujet. Donc je me dis que quand même, à un moment, on n'a pas pris à bras-le-corps ce sujet des délinquants sexuels, de la récidive, de la criminalité sexuelle et de la pédocriminalité. Et Gabriel Cluzel, je me rappelle d'Oméra Sellier, qui était sur notre plateau, sur CNews, il y a quelques jours, et qui nous disait qu'on n'écoute pas les enfants, qui nous disaient qu'il n'y avait pas de spécificité française assez stricte pour pouvoir gérer cette histoire de pédocriminalité. Nous avons la chance d'avoir Oméra Sellier en ligne avec nous, présidente de l'association Innocence en danger. Bonjour Oméra Sellier, vous œuvrez contre cette pédocriminalité depuis une trentaine d'années dans le monde entier. Aujourd'hui, lorsque vous entendez, lorsque vous découvrez avec stupéfaction, comme tous les Français, depuis que la procureure Doche s'est exprimée hier, à quel point ce dossier est tentaculaire et que l'homme en question a été déjà suspect dans plusieurs dossiers. Comment réagissez-vous, Oméra Sellier ? Écoutez, je réagis avec beaucoup de colère que j'essaye de contenir, parce que comme disait la personne qui est intervenue juste avant moi, ça suffit, ça commence à bien faire. On est en plein dans périscolaire. Je parlais ce matin encore avec des parents qui me racontaient comment ils ont été traités par la mairie, par l'institution, etc., etc. Et maintenant, il y a cette affaire. Nous avons affaire à un homme qui est signalé par des contextes divers depuis 2017. C'est ça. C'est énorme. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, j'ai lu des informations sur le délai de transfert de Toulouse à Auch, et puis après l'autre, je veux dire 9 mois, délai de transfert de dossier, alors qu'on passe. Je parle de la plainte de 2025, août 2025, de cette petite fille de 10 ans, viol. Oui. Et d'ailleurs, le viol, les résultats des examens qu'elle a eu médico-légaux montrent qu'il y a eu exactement des lésions anales et vaginales. Et cet homme n'a jamais été entendu, cet homme n'a jamais été mis en examen. Il y avait eu ce travail qu'il avait dans Gers, était finalement le directeur de l'établissement qui appelle pour parler de cette histoire. Il a été mis à pied parce qu'il avait eu un comportement, on est en 2021, il a eu un comportement qui n'était pas acceptable avec des jeunes filles. Maintenant, il faut quoi ? Il y a tellement de faisceaux d'indices, il y a depuis des années, et je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut. Alors, vous savez, je vais vous dire dysfonctionnement, manquement, formation, tout ça, oui. Mais moi, Oméra Sellier, j'en ai marre, au bout de 30 ans, d'entendre exactement la même chose. On n'a pas avancé d'un iota, on fait des commissions sur commissions, on fait des enquêtes sur des enquêtes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que l'enfant,
ça compte pas en France. D'ailleurs, vous avez entendu un politique, là, tous ceux qui voudraient être élus, enfin, qui se présentent pour 2027 en tant que candidat, et ils parlent de tous. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas un qui se prononce sur ces questions gravissimes. Je ne parle même pas de président de la République. Il devrait y avoir quand même un mot pour le peuple français qui est face à lui-même avec des crimes sexuels sur mineurs tous les jours, Christine. Tous les jours. Là, si vous saviez le nombre d'affaires dans lesquelles on doit se constituer partie civile chaque jour, on le fait parce que j'ai une équipe d'avocats extraordinaire à mes côtés. Mais honnêtement, je trouve que moi personnellement, j'en ai marre et je crois pas être la seule. Non, vous n'êtes pas la seule. Les Français aussi en ont marre et ont entendu ce coup de gueule. Oméra Sellier, en direct sur Europe 1, présidente de l'association Innocence en danger. J'en ai marre. Ça fait 30 ans que c'est la même chose. 30 ans qu'on dit la même chose. L'enfant ne compte pas en France.